comment on dit qu'il a la rage pour le tuer. Voilà Nantes Atlantique actuelle. Ce sont des superficies ou des nombres, par exemple, il y a 23 parkings pour les avions, il y a 8 postes filtrage, vous savez, où on vérifie que vous n'allez pas poser une petite bombe, 34 postes d'enregistrement, là c'est des superficies, des mètres carrés pour la zone passager, pour les halls, etc. 5 passerelles, et puis il y a des commerces sur 1650 mètres carrés. Très bien. Voilà Notre-Dame-des-Landes telle que montre l'APS qui est officiel, hein, qui est dans un document que vous pouvez trouver aussi sur le site du ministère des Transports. 10 000 m² pour la zone passager, donc moins que Nantes Atlantique. Pour les halls, moins que Nantes Atlantique. Pour les postes d'enregistrement, moins. Pour le poste filtrage, moins. Pour les salles d'embarquement, moins. Pour les parkings d'avions, moins. Pour les passerelles, moins. Pour les commerces, plus. Pourquoi? C'est très logique et c'est très cohérent. C'est très logique et c'est très cohérent, puisque AGO Vinci, c'est comment on fait de l'argent dans un aéroport. Et comment on fait un aéroport neuf aujourd'hui? On fait une gigantesque zone commerciale. Et si vous êtes allé dans des aéroports plus modernes que Nantes Atlantique, eh bien, vous verrez qu'il n'y a plus de place assise quand vous allez embarquer. Il n'y a pas de place assise pour tout le monde. Il y a 20 places assises par salle d'embarquement et vous faites la queue dans le couloir, mais à côté du duty free ou de la boutique de boissons, etc. Et donc, c'est ça un aéroport moderne. C'est un aéroport galerie commerciale. Alors moi, pourquoi pas? C'est pas, je ne juge pas ça. Mais là où ça ne va pas, c'est quand la Direction Générale de l'Aviation Civile nous a présenté ce qu'il fallait faire à Nantes Atlantique pour le garder. Il faut 13 000 m² de zone passager. Il faut 5 000 m² pour les halls. Il faut 40 postes d'enregistrement. Il faut 16 postes de filtrage. Il faut 4 446 m² de salle d'embarquement. Il faut 24 places de parking d'avion. La Direction Générale de l'Aviation Civile n'a pas dit combien il fallait de mètres carrés de commerce. Mais vous comprenez bien que si vous voulez ça, quand vous le chiffrez, c'est exponentiel. Alors, c'est là qu'il y a mensonge. Ou bien, la Direction Générale de l'Aviation Civile dit que c'est ça qu'il faut, et alors comment est-ce qu'elle a pu accepter ça pour le projet de Notre-Dame-des-Landes? Ou bien elle nous raconte des bobards avec ça. Vous jugerez, vous pouvez trouver tous ces chiffres sur les documents dont je vous ai parlé. Donc, le gros travail de contre-expertise a été fait, comme je le disais, d'abord par des architectes, par nous, et puis par l'atelier citoyen. L'atelier citoyen, c'est combien de personnes? Une centaine de personnes qui sont venues après un appel, qui n'étaient pas tous du tout engagés dans la bagarre contre le transfert à Notre-Dame-des-Landes, et qui sont venus pour dire, nous, on est utilisateurs de Nantes Atlantique, car contrairement aussi à ce qu'on vous raconte, tous les gens qui s'opposent à Notre-Dame-des-Landes ne sont pas tous pour le retour à la bougie et au transport en charrette. Et donc il y en a qui disent, nous on prend l'aéroport et on trouve qu'il est mal fichu, on comprend, et on a envie de travailler là-dessus. Donc il y a donc 1 an de travail, 7 cahiers techniques. Je vais vous montrer ce que sont ces cahiers. Voilà, c'est ça. Vous les trouverez en ligne. Pour l'instant, il y en a 3 en ligne. On va les sortir sous forme papier. Ce sont des cahiers techniques, c'est-à-dire que c'est compliqué à lire parce qu'on a fait un vrai travail technique. Donc 7 cahiers qui concernent le réaménagement de Nantes Atlantique, l'aérogare, la desserte en transport collectif, la piste, parce qu'on a appris soudainement que notre piste était épouvantable, les trajectoires et le bruit, parce que c'est une vraie question dont on pourra parler si vous le souhaitez, mais pour laquelle nous avons des réponses à apporter aux habitants. L'économie et l'emploi, est-ce que c'est intéressant en termes de création d'emplois? Et enfin, les finances. Qu'est-ce que ça coûte de partir à Notre-Dame-des-Landes? Qu'est-ce que ça coûte si on reste à Nantes Atlantique? La conclusion de ce travail, c'est la suivante. Il faut sauver Nantes Atlantique, victime de ce qu'on appelle le syndrome Notre-Dame-des-Landes. C'est quoi le syndrome Notre-Dame-des-Landes? C'est un syndrome qui date des années 70, c'est-à-dire que depuis que des gens avaient eu l'idée de faire un nouvel aéroport, qui peut-être dans les années 70, enfin on peut comprendre, hein, les années 70 c'est l'époque où on a voulu faire
tellement de choses, quand on regarde les documents, je le dis toujours en riant, mais c'est vrai, c'est l'époque où on a aussi voulu remblayer les marais salants de Guérande, une partie des marais salants, pour faire un aérodrome et une marina. Rappelez-vous-en, parce que c'est une réalité. Aujourd'hui, vous dites ça aux politiques, ils disent comment remblayer les marais salants, jamais, le joyau de la Loire-Atlantique. Oui, mais on a failli le faire. Dans les années 70, on était prêt à ça. Donc, nous disons, l'aéroport de Nantes-Atlantique, il a été victime de cette idée qu'on allait partir. Et donc, on l'a toujours rafistolé de briques et de broc. Je me souviens très bien qu'en 97, au moment où on a inauguré la passerelle de verre, une des passerelles qui permet d'accéder aux avions par les passerelles, justement là, on a dit c'est le dernier investissement à Nantes-Atlantique. Le dernier investissement. Après, il y a eu le Hall 4, on a agrandi les parkings, etc. Et donc c'est ça le syndrome Notre-Dame-des-Landes, c'est qu'on a fait du rafistolage, bout par bout. Aujourd'hui, si vous y allez, vous êtes obligé de monter, de descendre, de remonter, enfin des trucs bizarres, alors qu'on peut faire quelque chose de bien. Alors, ce que nous disons aussi, c'est la conclusion de cet atelier citoyen, c'est qu'il y a un chantier immédiat possible. Il n'y a pas de déclaration d'utilité publique à refaire. Hein. On dépose un permis de construire, c'est une zone aéroportuaire, on dépose un permis, on l'instruit, dans les 3 mois, on peut démarrer un chantier. Et un chantier de rénovation-extension qui sera, de mon point de vue, beaucoup plus intéressant, qui pourra intéresser des entreprises locales, beaucoup plus qu'un grand chantier dont vous savez par expérience, ou en tout cas si vous ne le savez pas, regardez ce qui s'est passé sur les grands chantiers. Les grands chantiers sont pris par des grandes entreprises qui amènent d'abord un certain nombre de travailleurs, parce qu'ils ont des travailleurs de grands chantiers, et puis qui, de sous-traitance en sous-traitance, arrivent aussi très souvent à une pratique qui est celle des travailleurs déplacés, hein, qui viennent de parfois très loin, qui sont là pour le temps du chantier, et donc qui ne créent pas de richesse pour la région, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Donc nous disons, Nantes-Atlantique rénové, agrandi, c'est un chantier tout de suite possible, tout de suite. Et là, il n'y aura pas de grosses difficultés. Le dernier point, parce que c'est important, il n'y a pas d'augmentation des nuisances sonores à craindre. Il me reste 5 minutes pour vous parler de ça, des nuisances sonores, mais je pense qu'avant, je voudrais vous dire un mot là-dessus, parce que c'est très important. Vous allez entendre, et vous l'entendez, qu'on n'aurait plus le droit de s'opposer à Notre-Dame-des-Landes parce que toutes les procédures ont été respectées. Cette phrase-là, voilà, plein de gens la disent. Toutes les procédures ont été respectées, toutes les décisions démocratiques ont été prises, et donc, si vous vous opposez aujourd'hui, c'est que vous êtes de mauvais citoyens qui ne respectez pas la démocratie. Et moi, je veux vous dire pourquoi ça n'est pas vrai, cela. Parce que je crois que la démocratie dans notre pays est profondément en crise, parce que le débat public en France est biaisé. Il est biaisé, il a la forme, l'apparence de la démocratie, mais c'est une démocratie comme la boisson Canada Dry. Ça a la couleur, l'odeur, la saveur, mais ça n'était pas de l'alcool. Hein. Vous vous souvenez tous de la pub. Enfin, les moins de 20 ans, non, mais les plus de 20 ans, oui. Bon, eh bien c'est pareil. Le débat public en France, c'est un débat public Canada Dry. Je défie un quelconque responsable d'un grand projet de me montrer qu'après débat public, après enquête publique, et même après avis négatif du commissaire, etc., ou du public, il a changé son point de vue. Non. Quand un projet est décidé là-haut, très là-haut, par quelques personnes, il passe toutes les étapes de la procédure, c'est vrai, formellement, mais il n'y a pas de modification à la fin. Et vous savez que là, on est presque à 1 an de la mort d'un jeune sur le barrage de Sivins, et après la mort de ce jeune, le président de la République a demandé qu'il y ait une commission spécialisée pour réfléchir aux raisons qui amènent des ZAD à se créer, qui amènent des oppositions sur le terrain, qui amènent un refus de certains grands projets. Et donc, il a mis en place une commission spécialisée qui a été présidée par Alain Richard, qui est un ancien ministre de la Défense. Nous sommes allés, je dis nous, c'est pas seulement le mouvement d'opposition à Notre-Dame-des-Landes, mais d'autres mouvements, et nous avons réalisé une plateforme pour analyser
les raisons pour lesquelles le débat public est piégé, est biaisé. Et ça n'est pas un catalogue de plaintes, ce sont des faits. Donc cette plateforme, elle est aussi téléchargeable. J'en ai mis quelques-unes tout à l'heure, là. Et voilà, nous avons affiché 3 principes et 20 propositions. Très honnêtement, je pense que ça ne sera pas retenu, rien du tout ne sera retenu, parce que fondamentalement, le pouvoir ne se partage pas. Voilà, c'est ça. Mais les 3 principes que je voudrais dire, avant de passer la parole à quelqu'un d'autre, ce sont les 3 principes suivants. Il ne peut pas y avoir de démocratie dans un pays moderne, où les gens sont éduqués et où l'école est obligatoire depuis maintenant un certain temps, si on ne reconnaît pas la place des citoyens, leurs compétences, leur capacité à produire des analyses et des propositions alternatives, et dès le début du processus, c'est-à-dire dans la définition de l'utilité publique. Car c'est au nom de l'utilité publique qu'on s'approprie, c'est au nom de l'utilité publique qu'on fait tel ou tel grand équipement, et finalement, l'utilité publique, c'est le cœur de la question. Mais l'utilité publique devrait être basée sur les besoins réels des citoyens, et pas sur des désirs ou des besoins de quelques personnes, ou des fantasmes, ou des actes de foi, parce qu'il peut y avoir aussi la foi dans le développement, certains l'ont encore, dans un développement qui pourtant, tel qu'il fonctionne aujourd'hui, ne va pas très bien, donc il faudrait probablement un autre type de développement. Le deuxième principe, et il est capital, c'est affirmer et mettre en pratique une transparence totale. Une transparence totale. J'ai le regret de dire, j'en suis navrée parce que je suis une vieille élue, même si je ne le suis plus, j'ai passé plus de 30 ans de ma vie dans la vie publique, et la transparence n'existe pas. Imaginez que nous venons seulement d'obtenir de la CADA, la Commission d'accès aux documents administratifs, l'autorisation d'avoir enfin l'étude qui a conclu en 2007, au moment de l'utilité publique, qu'il y avait un gain pour la collectivité à faire cet aéroport. Cette étude, nous ne l'avons jamais vue encore. Nous venons juste d'avoir l'avis favorable de la CADA, ce qui ne veut pas dire que nous allions avoir l'étude tout de suite. Il faudra peut-être aller devant le tribunal encore. Donc la transparence, si un dossier est bon, eh bien on met tout sur la table. Troisième principe, c'est fonder les décisions sur l'objectivité et la vérité. Moi, je voudrais terminer là-dessus, même si il y aurait 1000 autres choses à raconter. Le sujet du bac 2015, un des sujets du bac 2015, c'était « La politique échappe-t-elle au devoir de vérité ?» Je ne sais pas ce que les jeunes ont raconté, mais je pense qu'il aurait fallu enfermer beaucoup de politiques dans une salle avec le stylo, le papier, et qu'ils fassent eux aussi la dissertation. Parce que, si vous voulez, moi, je peux tout à fait entendre une opinion sur des faits objectifs, on est d'accord sur les faits, et après, on fait un pari, par exemple. Je suis d'accord sur une analyse, il y a ceux qui vont parier d'un côté, ceux qui vont parier de l'autre, qui vont opiner. Ça, c'est l'opinion. Mais on n'opine pas à partir de contre-vérités. Il faut d'abord établir la vérité. Voilà. C'est cela qu'il faut faire. Et c'est ça le drame de beaucoup des grands dossiers d'infrastructure. C'est qu'ils ne sont pas fondés sur des vérités. Et à partir du moment où il y a un groupe d'opposants ou un groupe de gens qui s'intéressent et qui tirent sur la ficelle, ils s'aperçoivent que d'abord on retient la ficelle en face, et que donc ça veut dire qu'il y a des petits problèmes quand même. Et finalement, on est très vite renvoyé par à la fois la technocratie, parce qu'il y a une forme de technostructure, de pouvoir de technostructure en France, mais aussi par le monde politique. Donc voilà, ce que je voulais vous dire pour tenir dans mon temps de parole, même si je n'ai pas pu parler du bruit, mais je pense que ça va venir dans une deuxième partie ou dans les questions. Merci. Mais je voulais vous montrer avec le fameux plan d'exposition au bruit. Le plan d'exposition au bruit, c'est un travail qui est fait pour justement éviter que des gens ne viennent reconstruire des maisons dans les zones très bruyantes. Donc le plan d'exposition au bruit a été fait en 2004 par la DGAC à l'horizon 2010 sur l'hypothèse suivante: 75 000 mouvements commerciaux, 110 000 mouvements en tout. C'était l'hypothèse de la DGAC. Donc vous voyez bien que cette hypothèse,
elle a été faite avec des avions très peu remplis et que donc on a un très grand dessin, mais on ne va pas le reprocher. C'est formidable, on est très en dessous. Donc ce PEB, il est déjà énorme et il ne peut pas s'agrandir. Il ne pourrait que diminuer pour des tas de raisons, parce qu'on n'est même pas à ce nombre de mouvements. Et on a fait refaire le PEB justement avec le nombre de mouvements réels en 2012 à 47 800. Donc le voilà le PEB. Alors ce qui est la zone principale la plus grande, c'est la zone D, qui n'est pas une zone où on empêche de construire. C'est une zone où on vous dit, monsieur, là, vous verrez passer des avions et vous entendrez le bruit des avions. Il n'y a aucune autre obligation dans cette zone D. Et j'insiste, parce que, y compris la commission du dialogue, a écrit qu'en zone D, il allait falloir dépenser de l'argent pour faire de l'insonorisation. C'est faux. Parce que les normes de la construction moderne ont rattrapé depuis belle lurette les normes qui avaient été imposées il y a 30 ans pour la zone D. Donc quand vous construisez en zone D, vous construisez une maison normale. Je le sais d'autant plus que j'ai raconté moi-même l'inverse pendant des années comme maire, parce que comme tout le monde, j'avais lu zone D, obligation d'isolation. Et figurez-vous que j'ai acheté un appartement neuf dans la zone D, parce que j'habite en zone D. J'achète un appartement neuf et alors je dis au constructeur, alors qu'est-ce que j'ai comme isolation supplémentaire? Ben, il me dit, ben, rien du tout, qu'est-ce que vous voulez avoir? Je lui dis, ben, je suis en zone D. Ben, rien du tout, ma bonne dame. Donc c'est le constructeur qui m'a appris ça. Mais les gens continuent à dire et à répéter, oh, la zone D, terrible, il va falloir dépenser beaucoup d'argent. C'est faux. Bien, alors ça c'est quand même un point intéressant. Maintenant, je vais vous montrer autre chose, parce que voilà. Voilà les problèmes de bruit sur Nantes Métropole. Ce sont des cartes qui sont sur le site de Nantes Métropole. Ce n'est pas les opposants qui les ont faites. Donc vous voyez les populations et bâtiments sensibles exposés à Nantes Métropole. Alors c'est le rouge hein, et le jaune, comme ça, qui montrent des bruits forts. Et donc vous avez ici 336 000 personnes soumises au bruit routier, dont 16 000 supérieurs à 70 dB. Et vous avez ici, sur la carte de Nantes Métropole, 5 600 personnes soumises au bruit aérien, 55-60 dB. Alors moi je suis comme tout le monde, hein. Si les villes pouvaient être à la campagne, et si les routes pouvaient ne pas faire de bruit, et si la mobilette de mon voisin n'en faisait pas, et si le bus devant ma porte passait mais en silence, je serais la plus heureuse des femmes. Voilà, comme tout le monde. Donc, moi, je me suis bagarrée contre le bruit des avions et pour que les habitants les plus impactés aient des aides pour insonoriser leur maison. Mais on ne peut pas dire aujourd'hui que c'est le bruit des avions qui est la nuisance suprême de la métropole. Que fait-on contre les routes et les boulevards urbains? Alors, rien n'est plus parlant que quelques photos. Alors, vous voyez, ça, c'est une très jolie photo. Villa du Parc, devenez propriétaire de votre appartement au calme. Alors, vous ne connaissez pas parce que c'est Bouguenais, mais moi, maintenant, je vais vous montrer où c'est. Alors, voilà, c'est ici. C'est-à-dire dans la zone D, hein, mais à 10 mètres de la zone C. Et effectivement, les avions passent, hein, ils passent au-dessus de chez moi. Je le sais, ça fait du bruit. Ça fait du bruit 17 secondes, entre 17 secondes et 20 secondes. Si c'était le trafic de Roissy, je serais la première à dire c'est insupportable. Ça n'est pas le trafic de Roissy. Donc ça, c'est l'appartement au calme, vous l'avez vu. Et maintenant, je vais vous montrer, ça c'est une photo d'une construction de logement, hein, formidable. Alors, donc ils sont devant le tramway. Pardon, attendez, il faut que je revienne. Ils sont devant le tramway, ici. Juste derrière, c'est-à-dire ceux qui auront les balcons et les vitres de l'autre côté, c'est la voie d'entrée avant Pirmil. C'est-à-dire Pirmil, c'est le cœur hein, qui permet d'entrer dans Nantes. Vous savez, c'est au-delà de Pirmil, c'était le désert, hein, c'était là, au sud. Au-delà de Pirmil, le Nantais ne traversait pas. Et bien maintenant, ça, c'est la zone confluente, donc qui va être construite avec je ne sais plus combien de logements. Je n'ai pas fait la photo, j'ai eu un peu de mal à traverser ce matin, il pleuvait. Voilà ce qu'on construit comme logement avec balcon, avec vitres. Donc d'un côté, il y a un boulevard urbain, de l'autre côté, il y a la voie ferrée, et il y a aussi le tramway. Et il y a les avions aussi, hein, mais ce matin, je voulais faire la photo, d'ailleurs je pense qu'il y a un avion qui est passé juste là,
Mais je peux vous dire que moi, je n'ai pas entendu l'avion, il était là, hein, mais il y avait tellement de bruit par ailleurs. Hein, et ça, c'est aussi à Bougnay. Alors, c'est au même endroit, je vais vous remontrer l'endroit, enfin, c'est pas au même endroit, c'est mieux, c'est là. Non, attendez, non, je me trompe, c'est là, voilà, c'est juste ici, là où il y a la tache rouge. Alors, c'est pareil, en limite de zone C, et surtout, c'est avec vue directe sur le pont de Cheviré. Vous avez déjà entendu le bruit du pont de Cheviré? Voilà. Alors, moi, je ne suis pas pour le bruit, hein, mais je ne veux pas que cet argument serve, alors que par ailleurs, ça n'est pas, le problème majeur n'est pas le bruit des avions. Je suis d'accord que le bruit des avions est ennuyeux, mais, et c'est là aussi quelque chose qu'il faut intégrer, alors non, j'ai dû le passer, voilà, c'est pas celui-là, c'est celui-là, voilà. Nous avons regardé ce que la DGAC a prévu comme bruit pour, si on restait à Bougnay. Eh bien, la DGAC considère qu'en 2030, ce sont les mêmes avions qui voleront et qu'il n'y aura pas de progrès acoustique. Or, c'est faux. Les avions qui sortent, qui sont déjà commandés et qui arrivent, et on peut en témoigner, et je peux en témoigner comme habitante de Bougnay, sont beaucoup moins bruyants. Là encore, je ne nie pas hein, qu'il y ait des personnes beaucoup plus touchées, y compris que moi. Mais voilà, ce que je veux dire, c'est qu'il faut prendre toutes les mesures pour alléger les nuisances sonores, parce que c'est important. Donc il y a des mesures d'insonorisation. Et je vais vous donner maintenant la comparaison avec Toulouse, parce que c'est ça que je voudrais qu'on m'explique. Toulouse a un aéroport avec beaucoup plus de mouvements d'avions et de passagers. Alors, est-ce que j'ai retrouvé mon chiffre quelque part par là? Toulouse doit être à 6 ou 7 millions de passagers. Il y a Toulouse, l'aéroport a 2 pistes, certes, mais il est entièrement entouré du côté sud par la ville. Simplement, ce n'est pas le centre-ville de Toulouse, c'est le Mirail. Alors, c'est peut-être moins chic, je ne sais pas. Puis ils en ont vu là-bas, ZF, tout ça. Bon. Mais il y a beaucoup de monde. Il y a beaucoup plus de monde. Combien de fois plus de monde qu'à Nantes? 11 fois plus de logements à Toulouse bénéficient d'une aide pour l'installation.